Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être parmi nous pour cette table ronde Féminisons. Je suis Nicolas Gros, je suis le directeur d'Air Emploi. Air Emploi, c'est une association qui fait depuis 25 ans la promotion des métiers des 3A, aéronautique, aérien, aéroportuaire. Et parmi les activités d'Air Emploi, il y a l'animation d'un label qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de favoriser la féminisation d'un certain nombre de métiers qui ne le sont pas assez dans le monde de l'aérien. Donc ça peut être des métiers d'ingénieurs, des métiers de mécaniciennes, des métiers de pilotes, des métiers dans l'IT, des métiers. Enfin, il y a un certain nombre de métiers qui mériteraient d'être féminisés dans le monde des 3A. Et donc l'action qui se déroule aujourd'hui devant vos yeux, cette table ronde qui se déroule aujourd'hui, fait partie de ce qu'on s'efforce de faire pour favoriser la féminisation des métiers. Et donc je remercie nos trois invités que je vais brièvement présenter. Et ensuite, rassurez-vous, ce seront elles qui parleront et pas moi. Donc la première personne que nous accueillons, c'est Afaf Sornin. Bonjour Afaf. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes là pour la deuxième fois sur cette scène, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Vous travaillez pour Safran, vous êtes pilote de projet aéronautique et vous travaillez plus particulièrement pour l'avenir de l'aviation sur la décarbonation de l'avion. Tout à fait. Vous êtes docteur ingénieur. Vous avez... Oui, moi j'ai attendu qu'on me dise part de l'école, c'est bon, il va falloir maintenant y aller. Donc j'ai fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous avez commencé vos études au Maroc, vous les avez terminées en France et au-delà de votre diplôme d'ingénieur, vous avez passé un doctorat en mécanique. C'est bien ça? C'est ça. Parce que la mécanique, le concret, c'était quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Ce qui vous plaisait beaucoup aussi, c'était l'aéronautique ou l'aérien. C'est ça. On aura l'occasion de nous discuter. Oui, bien sûr, on approfondira tout ça également. Alors la deuxième personne que j'ai le plaisir d'accueillir, c'est Christine Debouzy. Vous êtes, Christine, la présidente de l'Association française des femmes pilotes et vous êtes instructrice en aéroclub aujourd'hui. Mais vous avez derrière vous une très belle carrière de pilote de ligne. Vous avez fait après une prépa, une maths sup, vous avez été élève pilote à l'ENAC, puis vous avez été pilote dans l'aviation d'affaires, où vous avez œuvré ici même au Bourget. Ensuite, de 1985 à 2019, vous avez été pilote de ligne. Alors, on a essayé de lister tous les avions sur lesquels vous aviez volé. Le 727, le 737, le 747, la 340 et la 380. Donc, on va être tout oui pour écouter votre expérience dans le domaine de l'aérien. Avec plaisir. Et enfin, Laurie Donneau. Vous êtes, Laurie, training manager au sein du groupe Aéroports de Paris. Oui, tout à fait. Après un master en gestion des environnements naturels. Donc on avait commencé avec la décarbonation et là on poursuit avec l'écologie, la gestion des environnements naturels. Et je suis sûr qu'entre vous deux, Christine, pratiquez l'écopilotage. Donc vous avez intégré le groupe Aéroports de Paris en 2015 au service prévention des risques animaliers. Vous nous expliquerez peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Oui, je rentrerai dans le détail un petit peu plus. Un petit peu plus. Et puis vous avez ensuite exercé d'autres fonctions, adjoint exploitation en matière de régulation des flux des avions. Vous nous direz peut-être un petit peu plus de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, vous avez une fonction transverse de training manager. Ça fait très, très chic, ça, training manager. Tout à fait, merci. Et donc, je vais vous poser quelques questions. La première étant,
au fond, est-ce que vous pouvez nous préciser, mesdames, vos missions aujourd'hui ? Nous dire si il y a un pourcentage de femmes important dans votre environnement professionnel, et puis alors remonter un petit peu dans le temps, faire un petit effort de mémoire et nous dire qu'est-ce qui vous a attiré vers ces métiers qui sont parfois un peu techniques et plus généralement vers l'aéro, que ce soit l'aéronautique, l'aéroportuaire ou l'aérien. Laurie, à vous. Bonjour à tous. Alors en fait, moi j'ai découvert le milieu aéronautique un petit peu par hasard parce que clairement dans mon entourage, personne ne travaillait dans l'aviation. C'était au gré des opportunités qui se sont présentées à moi et que j'ai su saisir et qui m'ont permis justement d'arriver en 2015 chez Aéroports de Paris. À savoir que j'ai commencé en fait dans le milieu aéro par le biais du Centre français de formation des pompiers d'aéroport à Châteauroux, puisque j'ai commencé à travailler là-bas en tant que chargée de mission. Et donc j'étais chargée de mission en prévention du risque animalier et mes fonctions c'était essentiellement de pouvoir développer une prestation à proposer à la communauté aéroportuaire dans le cadre de l'évaluation et du suivi du risque animalier. À l'issue, justement, j'ai eu le président de cette école qui m'a permis de découvrir la communauté aéroportuaire puisqu'on faisait beaucoup de déplacements. Et puis, ça m'a permis de rencontrer les exploitants, les directeurs. Et à l'issue, j'ai rencontré le groupe ADP qui m'a proposé le poste de responsable du service de prévention du risque animalier. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai rejoint le groupe Aéroports de Paris pour manager une équipe donc, de 16 personnes qui étaient 16 agents de prévention du risque animalier et qui exerçaient leur mission sur Charles de Gaulle et sur le Bourget. Et dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'innovations aussi dans le cadre du service. Et j'ai poursuivi avec mon poste, comme tu l'as dit Nicolas, d'adjointe d'exploitation aéroportuaire pour la partie régulation du flux avion. Là, mes missions, c'était de manager en fait, une équipe de coordonnateurs flux avion pour pouvoir gérer l'affectation des ressources primaires, donc l'affectation des portes d'embarquement, l'affectation des postes avions sur le terrain. Donc c'était deux milieux, deux métiers qui étaient vraiment liés à l'exploitation, aux opérations. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'occupe mes fonctions de training manager pour la direction générale des opérations. C'est une mission en fait pour laquelle en fait je suis chargée d'établir et de mettre en place un programme de formation et de contrôle d'aptitude pour tous les métiers safety côté airside de l'aéroport. Et donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on identifie les fonctions qui sont liées au management, à la maintenance et aux opérations, et également toutes les formations safety qui sont associées en fait, à ces collaborateurs. Et alors, la petite particularité, c'est que j'ai 2 casquettes supplémentaires qui sont une casquette d'auditrice interne, puisque je conduis les audits et les revues de conformité pour l'aéroport, et pour les services, du coup. Et derrière, j'ai également une autre fonction qui est assistante chef trimpiste dans le cadre du service hivernal, puisque je participe au service hivernal de la plateforme. Et c'est-à-dire que du coup, on est amené à être déclenché lorsqu'on a des intempéries, que ce soit de neige ou de verglas. Voilà pour la partie carrière. Et votre environnement est très opérationnel et majoritairement masculin ou non ? Alors, au service hivernal, on est entouré essentiellement d'hommes. Je ne peux pas dire le contraire, notamment quand on est dans les PV, donc c'est dans les zones, je dirais, qui reçoivent les agents de terrain. Et ensuite, dans mon équipe aujourd'hui, je dirais, dans laquelle je gravite en tant que training manager, on a moitié hommes, moitié femmes, donc la parité est là. Après, je ne cache pas que quand j'étais dans l'exploitation et que je manageais une équipe d'agents de prévention du risque animalier, c'était exclusivement masculin. Et sur la partie régulation du flux avion, j'avais une équipe qui était essentiellement féminine, par contre. Voilà. Merci. Merci, Christine. Alors, de votre côté, vos missions aujourd'hui, votre combat aujourd'hui, puisque ce n'est plus une mission professionnelle, mais c'est un engagement. Oui. Je suis donc maintenant retraitée et en tant que présidente de l'Association française des femmes pilotes, notre engagement c'est d'augmenter le nombre de femmes pilotes, aussi bien
dans le pilotage sportif qui comprend 9 fédérations, du drone jusqu'à l'avion, en passant par le parapente, l'ULM, etc., l'hélicoptère. Et puisque actuellement il n'y a que 11% de femmes en moyenne dans ces activités, même des activités à simplement 2%, et d'augmenter le nombre de femmes pilotes professionnelles, où nous atteignons juste à peine 10% en France. Le pays qui a le plus de femmes pilotes est l'Inde actuellement, avec une moyenne de 15%. Et certaines compagnies comme Indigo Airlines ont 30% de femmes pilotes. Donc on est allé les voir pour avoir un petit peu toutes les clés. L'association des femmes pilotes en France a démarré en 1971. À cette époque-là, il fallait être de sexe masculin pour pouvoir suivre la formation de pilote de ligne. Et grâce à son action, donc en 1973, le décret qui stipulait ceci a été levé par le gouvernement. Et l'ENAC, un an après Polytechnique, a été ouverte aux femmes. Donc j'étais une des premières femmes à entrer l'ENAC après une classe préparatoire. Et la 5e à rentrer à Air France. Donc on a pour cela beaucoup d'actions concernant les moyens financiers. On donne des bourses de pilotage pour les jeunes femmes de moins de 25 ans dans les activités dites sportives. Et on donne des bourses pour le pilotage professionnel sans limite d'âge. Et donc on a aussi des stages de préparation pour les sélections de pilotes, pour les femmes. Et on a un gros travail sur l'histoire des femmes pilotes. Parce que les femmes ont vraiment été oubliées dans tous les domaines, dans l'histoire. C'est important pour la mémoire, bien sûr, et pour le public. On a des professeurs d'histoire qui nous aident maintenant à faire un travail pour les classes, avoir un matériel pédagogique pour travailler autour de ce thème. Et on a eu notamment pendant le confinement, c'était le centenaire de la traversée des Andes d'Adrienne Bolland. Et on a demandé aux jeunes de faire un concours avec des questions sur un épisode où elle s'est retrouvée en panne avec son avion. Elle s'est posée dans la mer, elle avait mis des patins en bois pour faire une traversée en Amérique du Sud. Et c'était un territoire où il y avait des Indiens réputés anthropophages. Donc l'avion a été mis sur la plage, ils sont partis chercher de la nourriture et à boire dans les terres, ils ont été reçus par ces Indiens. Et elle s'est demandé, quand il leur faisait à manger, si c'était pour les aider ou pour les manger. Donc elle est partie d'un fou rire, c'est un épisode célèbre, terrible, et son mécanicien lui a dit « Mais arrêtez, Adrienne, vous allez nous faire remarquer ». Et donc on leur a demandé d'imaginer cet épisode de manière plutôt poétique, si possible. Et on a eu des poèmes en forme d'avion, des textes magnifiques, et cet esprit d'aventure des pionnières leur a énormément plu et les a libérées, un peu évadées du confinement. Il y avait un billet d'avion pour 2 personnes pour la destination de son choix, Air France a gagné en premier. Il y avait des séances de simulateurs de vol Airbus 350 Air France. Voilà, on avait fait des lots avec les partenaires. Et on espère continuer ce travail parce que c'est pour changer les mentalités de toute la société. On a en France que 2% des noms de rue qui sont des noms de femmes, encore moins de femmes pilotes. Et qu'on le veuille ou non, on est tous conditionnés. Et donc voilà, il y a un gros travail pour qu'on pense que c'est tout à fait naturel et que les femmes puissent faire tous les métiers qui les passionnent. Et ça apportera un progrès pour la société puisqu'on aura les meilleurs des hommes et des femmes et puis des complémentarités, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'ai voulu devenir pilote? Donc mon père travaillait dans l'aviation quand même et il a travaillé. Son père l'a empêché d'être pilote.
Ses parents étaient fermiers et donc il s'est sauvé de la ferme. Mais il n'a pas pu être pilote, il a travaillé à la tour de contrôle. Donc j'étais à Berlin, je vivais au bord de la piste, j'étais bercée par les avions. Et quand j'avais 5 ans, j'ai pris un avion militaire pour rentrer à Paris et le tableau de bord avec tous ces cadrans m'avait fasciné, ça m'est resté gravé dans la tête. Après, il a travaillé à Orly, on allait sur la terrasse à Orly le dimanche, comme la chanson. Et je m'étais dit, j'ai envie de faire un métier qui voyage. Et à l'époque, il y avait des camps aéronautiques nationaux entre l'éducation nationale et la Fédération française d'aéronautique pour les jeunes, un mois de beaucoup de planeurs, un petit peu d'avions. Et quand j'ai fait des vols en planeur avec des personnes passionnées, il y avait des élèves pilotes de ligne, là, c'était à côté de Montpellier, là j'ai eu le coup de foudre absolu pour le vol qui ne me quittera jamais, je crois. Voilà pourquoi maintenant je fais des petits avions. J'ai un petit avion que j'ai construit partiellement. Et récemment, j'ai été voir les femmes pilotes au Chili qui m'ont offert un tour en planeur. Donc j'ai pu spiraler avec les condors au-dessus des pré-Andes à côté de Santiago du Chili. Et après, là-bas, on a encore le bonheur de pouvoir aller voler en planeur sur le centre-ville. C'était merveilleux. Vous avez été sur les traces d'Adrienne Bolland, d'une certaine... Exactement. Oui. Exactement, ils font en planeur le trajet qu'elle a fait de Mendoza à Santiago. Ils font l'aller-retour Mendoza depuis Santiago et je pense que j'essaierai d'aller le faire avec des gens de là-bas. Merci Christine. Afaf, vos missions, votre vocation, dites-nous tout. Je vais essayer. Hein. Donc, alors pour commencer, je vais déjà dire que la première chose que je voulais faire, c'est que j'ai compris un jour que je voulais faire un métier technique et scientifique. Donc voilà, donc déjà aujourd'hui je suis ingénieur, donc je suis docteur ingénieur en aéronautique, donc je travaille dans le groupe Safran. Mais la première chose que j'avais comprise quand j'étais petite, c'est que je voulais faire de la technique et de la science, c'est ça qui m'animait le plus, c'est pour ça que je me réveillais le matin, c'est ce que j'aimais faire. Et donc je vais raconter une petite anecdote qui fait que j'ai dit ouais c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Quand j'étais jeune, j'avais un frère, on n'était pas très éloignés, on avait 2 ans d'écart. Et en fait lui il avait eu la première console Atari chez lui. Donc il y en a, je crois que les jeunes ne la connaissent pas, alors c'est la plus vieille, elle est très ancienne. Il n'y avait que des petits carrés sur l'écran. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était de jouer avec. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder comment ça marche. Et puis un jour, il a cassé son joystick. Je me rappelle encore, j'ai toujours l'image dans la tête. Et en fait, c'était en plastique. C'était vraiment un joystick comme ce qu'on peut trouver dans les avions, hein, c'est-à-dire vraiment comme ça. Et c'est cassé. Et donc, sauf qu'une fois que c'était cassé, alors je vous rappelle que j'étais au Maroc, hein, donc trouver les pièces détachées, c'était pas facile non plus. Et donc, ça marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai dit, maintenant que ça marche plus, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai ouvert le joystick en sachant très très bien que du coup après, on pourra plus le remettre, quoi. Et j'ai ouvert le joystick et j'ai fait le premier joystick qui ressemble à ce que vous avez aujourd'hui sur vos manettes. Ça veut dire qu'il y a des touches. Et en fait, les touches, c'est moi qui les avais fabriquées avec du scotch. Alors le scotch alu, c'est magnifique, hein, avec du scotch. Et donc j'avais fait ça avec du scotch. Donc il avait des petits morceaux de bois sur lesquels il appuyait pour faire tourner et partir. Alors aujourd'hui, ça paraît tellement normal d'avoir ça sur les manettes de PlayStation, mais c'était pas ça au début. Et du coup, quand j'ai fait ça, j'étais tellement fière de moi. Alors ça n'est pas resté longtemps parce qu'à un moment quand même, c'était compliqué. À chaque fois, il fallait remettre le scotch et tout ça. Sauf que ça m'a permis de me dire, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai cherché ce que je pouvais faire avec ça, avec ces choses qui m'intéressent. Alors c'est moi aussi qui réparais quand il y avait un problème d'électricité à la maison. J'aimais bien mettre les dominos et tout ça. Bon voilà, c'était un peu, c'est comme ça que c'est parti. Et donc j'ai compris que je voulais faire des métiers techniques. Et donc j'étais bonne à l'école, donc j'ai fait un bac mathématique parce qu'en plus j'aimais bien les maths, j'aimais bien les arts aussi. Puis j'ai découvert que Léonard de Vinci a fait des super machines, alors que en fait ce qu'on connaît de lui c'est l'artistique. Et j'ai dit oui, en fait c'est absolument pas antinomique. Parce que moi je suis très férue d'art aussi, je fais du violon, donc j'aimais la musique, etc. Et je me suis dit en fait on peut faire tout ça ensemble.
Et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans des classes prépa et dans une école d'ingé. Et puis après, j'ai continué à faire des études en doctorat en mécanique, parce que bon, la mécanique, c'est beaucoup de choses. Bon, après, l'aéronautique, alors là, c'est l'autre question qui arrive, parce que en étant en diplôme d'ingénieur, on peut faire beaucoup de choses hein, avec un diplôme d'ingénieur, dans plusieurs domaines. Donc vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé que l'école polytechnique elle a été aussi ouverte à peu près en même temps que l'ENAC aux filles. Donc bon, c'est aussi un domaine où il n'y avait pas beaucoup de filles, hein, de la même manière que tout ce qui est pilote. Et donc l'aéronautique pour moi, c'est, je vais vous raconter ce que je ressens quand je prends un avion. Quand je prends un avion et que l'avion décolle, donc j'ai pris l'avion plein de fois dans ma vie et j'ai toujours la même sensation, les mêmes yeux qui brillent quand le moteur décolle. C'est-à-dire quand je ressens ce décollage, le train d'atterrissage qui rentre, moi je l'entends, enfin je suis toutes les phases, parce qu'en plus maintenant que je connais bien, je suis toutes les phases, j'attends la vitesse à laquelle on va arriver et qu'on va décoller du sol, et j'ai les yeux qui brillent parce que je vole comme un oiseau, parce que voler comme un oiseau, en fait, je crois que tous les humains ont envie de le faire, hein, on a toujours eu envie de le faire. Et aussi parce que en étant d'un pays différent au début, je viens du Maroc, donc du coup l'avion pour venir en France c'est 2h30 quoi, 2 heures. Pour aller aux États-Unis c'est encore plus court. Donc pour moi l'aéronautique rapproche aussi les peuples, rapproche les nations. Et c'est en faisant ça aussi que en allant voir comment vivent les autres, ce que font les autres, etc., qu'on a plus de tolérance vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de nous, aussi, parce qu'on doit aussi être tolérant par rapport à nous-mêmes. Et l'aéronautique, pour moi, fait partie de ça. Et donc, c'est en plus de cette sensation de liberté d'oiseaux qui volent. Donc, c'est pour ça que je suis allée faire de l'aéronautique. Et je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre question. Voilà. Mais non, mais vous avez tout à fait répondu aux questions, Afaf. Vous avez même le droit de prendre des libertés par rapport aux questions. Hein. Merci. Merci pour cette entrée en matière. Et donc, maintenant, je voudrais savoir si le fait d'être femme dans ces métiers à dominante masculine a été pour vous un facteur de difficulté ou peut-être parfois un facteur d'opportunité aux différentes étapes de votre carrière. Est-ce que par rapport à cette thématique-là, vous auriez des anecdotes ou des histoires à nous raconter, ou des belles ou moins belles histoires d'ailleurs? Alors, bon, je ne sais pas si je suis le bon exemple ou le mauvais exemple, mais concrètement, à mon niveau, j'ai jamais éprouvé de difficulté dans mes métiers parce que j'étais une femme. J'ai jamais éprouvé non plus de facilité parce que j'étais une femme. Peut-être qu'il y a des tâches en fait pour lesquelles effectivement il va falloir peut-être un petit peu plus se battre ou alors effectivement on va peut-être nous faciliter un petit peu la tâche. Enfin, je vois quand je suis au service hivernal et que je suis entourée effectivement ou qu'il y a beaucoup plus d'hommes, ils sont toujours. J'ai toujours beaucoup de bienveillance et de prévenance parce qu'avant d'être un homme et avant d'être une femme, on est d'abord une équipe. Et en tout cas dans mon entourage et tant mieux, ça se passe comme ça. Après, sur les difficultés que j'ai pu rencontrer, je peux vous partager mes débuts, je dirais, dans le cadre de mes études supérieures, parce que ça n'a pas été facile, mais ce n'était pas lié au fait que je sois une femme. C'était juste c'était juste lié au fait que du coup j'avais un baccalauréat technologique à l'époque. Qui n'avait strictement rien à voir avec l'aéro et avec le milieu scientifique, comme tous les bacs S peuvent l'entendre. Et donc à l'époque, on m'avait conseillé, dans le cadre de mes études supérieures, de commencer tout doucement. Surtout parce que c'est compliqué les études supérieures, parce que il faut surtout pas se tromper, il faut surtout pas être un échec, donc de commencer plutôt par des DUT. Et j'avais la possibilité de mémoire de formuler 5 choix. Donc d'écoles, d'études supérieures que je souhaitais poursuivre. Donc j'ai choisi 4 DUT sous les conseils qu'on m'avait donnés dans la sphère scolaire et une licence.
Et alors là, je vais parler, ça va concerner autant les étudiants que les parents, puisque, comme vous, je suis allée avec mon père faire des journées portes ouvertes, donc à un des DUT que j'avais choisi. Et ils m'ont expliqué que c'était très compliqué pour eux de recruter des personnes issues de baccalauréat technologique, qu'ils ne recrutaient que des baccalauréats S, tout simplement parce qu'ils en avaient marre de les voir en difficulté sur les différentes matières et que c'était source d'échecs et que du coup, si je m'inscrivais en licence, c'était très bien et que si je réussissais ma licence, je pourrais après revenir m'inscrire en DUT et donc dans leur école. À la suite de tout ça, donc les résultats ou en tout cas les réponses sont tombées. Donc j'ai été refusée des 4 DUT, j'ai été acceptée en licence. Et donc dans le cadre de ma licence, mon parcours s'est très bien passé, tout simplement parce que je connaissais mes faiblesses. Donc j'ai essayé en fait de, je dirais, limiter la casse sur les faiblesses, de mettre le maximum sur les matières où j'excellais, ce qui a clairement très bien compensé et ça a fait le job puisque je suis arrivée jusqu'en master. Et j'ai été du coup dans ce cursus universitaire aux côtés de Bac S. Et j'étais loin d'être, je dirais, la dernière dans le cadre de mes études supérieures. Et pour moi, ça a été plutôt une réussite. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, quand les gens vous disent allez doucement ou n'allez pas trop vite, vous devez être en capacité de vous sentir, en fait, vous, sur vos propres compétences et sur ce que vous êtes capable de faire, mais aussi de donner pour pouvoir y arriver. Voilà. Merci Laurie. Christine. Oui, alors... Difficultés et opportunités en tant que femme pendant votre carrière? Pas d'opportunités, non. Mais difficultés, c'était à une certaine époque. Les 2 premiers boulots ont été piqués par mes collègues masculins. C'était Air France n'embauchait pas tout de suite quand je suis sortie de l'ENAC. Donc on nous a fait faire des stages d'instructeurs. Et les 2 premiers postes que mes collègues m'ont piqué, c'était pour faire l'instruction à des Libyens. Bon, j'étais pas très contente, mais j'ai trouvé un meilleur boulot, c'est pas grave, d'instruction pour faire du remorquage de planeurs. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'aviation d'affaires ici. Et il y avait vraiment, on n'était que 2 femmes sur toute la plateforme. Au début, il y en a qui ont dit que j'étais un travesti. Ensuite, il y en a qui se plaignaient au patron que c'était pas possible de partir une semaine avec une femme. Donc, j'étais voir le patron, je lui ai expliqué que j'allais pas passer ma vie avec tous les pilotes et que de toute façon, quand on était un garçon et une fille, on pouvait nous croire en couple, alors que quand ils étaient 2 hommes à l'étranger, ils pouvaient très bien aller voir toutes les femmes qu'ils voulaient. Voilà, donc j'ai eu quand même un contrat. Et puis j'ai eu aussi parfois des passagers dans l'aviation d'affaires qui disaient si j'avais su que c'était une femme, je ne serais pas montée. Bon, on leur dit c'est trop tard. Et en revanche, dans l'aviation de ligne, les passagers étaient plutôt contents d'avoir une femme commandant de bord. C'était agréable. Et voilà, après, on a maintenant... Air France a fait une charte de harcèlement pour le travail, comme partout. Et au niveau de la bienveillance des collègues, on a des contrôles régulièrement pour être pilote de ligne, c'est tous les 6 mois. On est toujours à l'école. Vu l'évolution des technologies, moi j'ai vu une évolution incroyable. Ça évite d'avoir Alzheimer, donc on est toujours à l'école, comme toi. Enfin, toi, en plus, tu crées des choses, il faut que tu réfléchisses. Nous, on est plus exécutants maintenant, mais on peut essayer de réfléchir quand il y a des bugs dans les ordinateurs. Et donc, voilà, il y a maintenant les anglo-saxons qui ont mis en place le Cockpit Resource Management. Tout ça fait que les relations humaines sont très importantes pour travailler en équipage. Dans le projet d'équilibre de la société, c'est bien d'avoir les meilleurs des hommes et des femmes, toutes les compétences. Voilà.
Merci Christine. Afaf, alors opportunité ou au contraire difficulté, ou les deux peut-être? Oui, un peu des deux. Je vais plutôt vous parler d'une... Quand j'ai commencé, en fait, parce que du coup, quand j'ai commencé en bureau d'études. Bureau d'études, c'est les personnes qui font de la conception. Et quand j'ai commencé Safran Craft Engine, j'ai travaillé sur les obvanes. En fait, c'est le ventilateur que vous voyez à l'extérieur du moteur quand vous prenez l'avion. Et donc j'ai travaillé sur une brique pour transformer ces obs-là en composite. Et quand j'ai passé mes entretiens en bureau d'études, donc en fait, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, on travaille avec notre tête, donc il y a pas on ne va pas aller porter des charges lourdes, c'est pas Germinal, quoi. Donc, on n'était pas nombreuses. Enfin, je crois qu'on était 2 à postuler sur un ensemble de postes. Et c'est quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Alors vous imaginez moi qui viens de mon imaginaire du Maroc en croyant que c'était quelque chose qui était plutôt lié à des pays moins évolués. Et puis je débarque en France et puis je me rends compte qu'en école d'ingé, il n'y a pas beaucoup de filles, en doctorat mécanique encore moins. Et puis quand j'arrive à l'entreprise, une grosse entreprise, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Et donc là, je me suis dit, ouais, en fait, l'histoire, elle n'est pas que... elle est vraiment sociétale. C'est tous ces préjugés, en fait, on les retrouve partout, quelle que soit la culture de laquelle on vient. Après, j'ai été bien accueillie parce qu'en plus, à Safran, il y a tout un système qui permet de faire un premier coaching avec des gens qui t'accompagnent, etc. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais je veux dire, j'ai vu des choses. Moi, j'étais blindée, on va dire ça comme ça, parce que j'avais déjà passé mes études avec que des messieurs, donc il n'y avait pas de problème. Mais des gens, des filles qui étaient sifflées dans l'usine, j'en ai vu. Déjà, moi, j'ai été sifflée dans l'usine. Maintenant, un peu moins, parce que plus on grimpe dans les échelons, plus il faut un peu plus attention. Ils ont un peu plus de mal, mais ça existe. Ça existe, mais ça dépend de notre réaction. Moi, je me rappelle, on l'a fait avec des ouvriers, et puis je suis revenue, je leur ai dit, les gars, bon, apparemment, vous vouliez me parler. Alors, c'est incroyable, parce que du coup, ils ont été beaucoup plus... comment dire, ils étaient moins courageux quand même, soudain, parce qu'on ne s'attend tellement pas à cette réaction-là, que du coup, ils ont été plutôt... on peut t'offrir un café, genre pour s'excuser sans le dire vraiment. Donc, il peut y avoir des attitudes comme ça, mais toutes les entreprises en ont conscience. Tout à l'heure, on a parlé du fait que Air France met en place des choses par rapport au harcèlement et des choses comme ça, mais il y en a partout dans toutes les industries, on le retrouve ça. Donc ça va vous aider, sûrement. En tout cas, vu comment ça a fait évoluer les choses aujourd'hui. Et puis il faut savoir que, en fait, c'est tellement ancré que c'est même pas malveillant en fait, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être compliqué pour nous de ressentir ce type de regard. Donc nous, on est à peu près 20%, enfin on est 28% chez Safran de filles, mais ça inclut toutes les catégories. Donc si on prend que les ingénieurs et les techniciennes, on est à peu près à 20%, donc bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Donc ça, c'est une des choses qui était un peu bizarre, c'est de se dire que ce n'est pas juste une question de culture, que c'est vraiment quelque chose qui est global et qui est mondial et sur laquelle il faut qu'on travaille. C'est pour ça que je suis allée chez Elle Bouge, parce que je me suis dit que ça va nous permettre d'expliquer aux filles qu'elles peuvent venir. Après, ce qui est aussi intéressant par la suite, c'est que j'ai pu faire, c'est que moi j'ai eu l'opportunité d'être chef de service, donc responsable de service d'une équipe assez grosse, donc où il y avait beaucoup de messieurs, mais aussi j'ai eu l'opportunité de pouvoir recruter des filles. Donc je vous avoue que je ramais un petit peu quand je voulais recruter des filles parce qu'il fallait attendre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de CV. Et le fait d'attendre pour avoir des filles, donc c'est une vraie opportunité pour vous, parce qu'on veut avoir des filles dans les industries aujourd'hui, on sait qu'on les cherche, d'où la preuve. Ça permet de dédramatiser énormément de choses, mais pas que pour les filles, y compris pour les messieurs. Parce que moi, quand j'étais chef de service, mes collaborateurs masculins avaient plus de facilité, ils me l'ont dit, de me dire je vais aller chercher les enfants à l'école,
que quand c'était mon prédécesseur qui était un monsieur. Pour la simple raison, ça ne veut pas dire que mon prédécesseur était moins bien ou moins bienveillant, c'est juste que dans leur propre imaginaire collectif aux messieurs, ils avaient ça en tête. Et donc ça veut dire que ça apporte énormément autant aux femmes que aussi aux hommes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Après, plus on monte en grade, moins on en trouve encore des filles. On va dire ça comme ça. Donc il y a un vrai travail aussi à faire ça. Mais il y a un travail à faire en interne dans les sociétés, mais il y a aussi un travail à faire pour nous. Moi, j'ai changé il y a 1 an de poste, donc maintenant je suis pilote de projet sur tout ce qui est décarbonation, donc je m'occupe de faire des négociations, d'aller convaincre des gens que les idées qu'on a, elles peuvent valoir le coup, mais pour ça il faut qu'ils nous donnent de l'argent, pour qu'on puisse l'investir, et donc je dois beaucoup travailler mes arguments techniques, en plus de mes arguments financiers, etc. Et quand on m'a proposé ce poste, alors que comme vous pouvez me voir, vous pouvez dire bah, elle est sûre d'elle, etc. Et bah, pendant au moins 2 mois, je me disais mais en fait pourquoi ils m'ont choisi moi quoi. Même moi j'ai eu le syndrome de l'imposteur, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que quand on sait tout ce que je fais, etc. Et quand on me regarde, et il m'a fallu du temps, je me suis assise au bout de 2 mois, je me suis dit mais non, mais pourquoi tu fais ça? Tu es en train de faire la même réaction qu'on pourrait avoir d'autres, comme quoi c'est tellement ancré à l'intérieur, derrière notre cerveau, le reptilien, là, qu'on a du mal. Mais moi, je suis une optimiste. Hein. Je suis persuadée qu'on va y arriver. Et je suis persuadée qu'on a énormément de choses à apporter. Ensemble, on n'est pas dans l'exclusivité féminine, même si la sororité est hyper importante. On le voit, elle est très importante, la sororité. On en a besoin, en fait, en tant que femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est en exclusion des hommes, c'est absolument pas ça le message. Il faut quand même que je préfère le dire, c'est bien quand on le dit. Parce que c'est un ensemble, et c'est parce qu'aussi il y a des hommes qui sont capables de voir la qualité des femmes, qu'on est capable aussi d'être là et vice-versa. Voilà. Christine, vous oui, voulez ce que tu réagir? disais, ça me fait penser tout à fait que quand je suis rentrée en aviation d'affaires, j'avais des collègues qui étaient complètement déprimés parce qu'ils ne voyaient jamais leurs enfants. Ils rentraient quand les enfants dormaient et ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, des hommes. Et maintenant, à Air France, comme en France, on a la chance d'avoir quand même des outils formidables pour les congés parentaux jusqu'aux 4 ans de l'enfant, il y a des équipages, des couples de navigants, hommes et femmes, qui se relayent à 50% pour garder les enfants. Et c'est quand même très sympa pour s'occuper des enfants. Enfin, d'ailleurs, quand je travaillais sur Cargo, j'ai beaucoup aimé ce rythme sur 747. J'étais 1 semaine à la maison, 1 semaine partie. 1 semaine à la maison, donc j'étais comme une maman à la maison. Et 1 semaine partie, c'était des vacances. Tu comprends, je comprends c'était très beaucoup bien. plus dur de s'occuper des enfants que de travailler. C'est plus dur de s'occuper des enfants que de travailler. On va dire ça comme ça. Du coup, maintenant, c'est 50-50. Merci. Alors, il y a, dans tout ce que vous avez dit là, il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est effectivement tout ce qu'il y a derrière Féminisons. Derrière Féminisons, il y a 23 entreprises et institutions, les fédérations professionnelles, mais aussi des entreprises comme Airbus, comme Air France, comme Thales, comme Dassault, comme Groupe Aéroports de Paris, comme FedEx, et puis j'en oublie plein, puisqu'il y en a 23 comme ça. Et ça, en fait, ça signifie une chose, hein, ça signifie que véritablement, il y a une prise de conscience assez large dans le monde de l'aérien, qui est que, en fait, l'action qu'on mène là, elle est vraiment dans l'intérêt de tous. Hein. C'est vraiment, enfin, comme vous l'avez très bien expliqué, dans l'intérêt de tous, hommes, femmes, société. Enfin, c'est vraiment, tout le monde va en bénéficier. Et que donc, il est vrai que c'est très important de se priver d'aucun talent. Hein. Il est vrai aussi que des équipes qui sont plus équilibrées en matière de répartition hommes-femmes, eh bien, c'est plus efficace en fait. Hein. Voilà. Et il est vrai aussi que lorsqu'on a une
lorsqu'on éprouve une vocation, une attirance pour un métier, eh bien, c'est aussi à titre individuel très important que les portes ne soient pas fermées et qu'on puisse accéder à ces métiers, parce que tous les talents, dans l'intérêt de tous, ont à s'exprimer. Mais alors, ça m'amène à une autre question. Si on se met un petit peu en perspective, est-ce que la dynamique vous semble bonne? Est-ce qu'il vous semble qu'on est en progrès ou qu'on est en progrès, oui, mais et il y a aussi, enfin voilà, je voudrais un peu avoir votre sentiment par rapport à la dynamique qu'on est en train de vivre. Et je vois que Afaf a très envie de réagir. J'ai très envie de réagir, ouais. Non mais je veux dire, moi j'ai un peu d'expérience maintenant, d'autant plus que j'ai aussi considéré que ça fait partie de ma responsabilité que d'aller expliquer pourquoi il faut des filles dans le monde de l'aéronautique. Et du coup, je fais ce type d'exercice depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, je peux en témoigner directement. Il y a en effet une vraie évolution. Qui est... est-ce que c'est les actions qui ont apporté ça? Je ne sais pas, je crois que oui. Mais il y a une révolution parce qu'il y a plus de filles qui viennent pour poser des questions, ce qui était quand même, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. On voit plus de filles dans les écoles d'ingénieurs. Alors après, il y a toujours des disparités territoriales, etc. Mais on voit plus de filles dans les écoles d'ingénieurs. On a vu une vraie évolution, si on prend les chiffres, si on prend les chiffres, on voit une vraie évolution. Quand on regarde les statistiques du GIFAS, etc., on voit qu'il y a eu une évolution. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que moi, je suis quelqu'un qui veut aller vite, mais je me suis bien rendu compte que ça ne peut pas aller vite. Donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu plus longtemps que ce que personnellement j'aurais voulu. Mais la dynamique est bonne, il ne faut pas la lâcher, il faut la continuer. Et en plus, il y a tout cet engouement, comme vous dites, de toutes ces entreprises qui ont envie d'avoir ces filles dans leur rang. Moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps, mais pourquoi il faut avoir des filles? Et c'est vrai que c'est une question hyper compliquée. Et j'y réfléchis beaucoup. D'ailleurs, la dernière table ronde, on a eu la même... on s'était posé cette question. Et en fait, j'en arrive à une réponse différente. C'est que, est-ce qu'on peut imaginer un monde avec 20% de femmes? Est-ce que vous imaginez le monde avec 20% de femmes? Eh bien, il y aura moins de monde. Et donc, si on n'imagine pas le monde avec 20% de femmes, pourquoi on imaginerait des métiers ou des sociétés ou des industries avec 20% de femmes? Enfin, c'est juste, en fait, le fait qu'on se pose même la question devient comme quoi on n'est pas encore prêt. Ben, en fait, il y a la place pour les filles, il y a la place pour les garçons, et il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait moins de filles, parce que c'est juste normal et naturel, en fait. Et donc, il faut vraiment que ça se devienne naturel pour vous. Et l'idée, c'est pas que vous deveniez ingénieur, c'est de la neurontique, absolument. L'idée, c'est juste que vous vous dites, si je veux, je peux y aller. Et donc, si vous dites d'ailleurs à la fin, ces filles, elles m'ont raconté plein de trucs, mais ça ne m'intéresse pas, et ben pour nous, c'est déjà super bien. Ça veut dire que vous voulez pas y aller, c'est pas grave, mais vous savez ce que vous ratez, vous savez pas ce que vous ratez. Mais bon. Je veux dire, vous pouvez le dire. Et donc, nous, on a fait notre partie. Si vous avez envie, il ne faut pas que le fait que vous soyez des filles vous arrête. C'est ça ce qu'on veut vous passer comme message. Voilà. Merci Afaf pour cette énergique profession de foi. Christine, est-ce que vous voulez rebondir? Oui, je voulais parler des Indiens. Les cultures, des fois, il doit y avoir quelque chose quand même en Inde pour la femme dans la culture. J'étais avec une jeune femme de l'association qui est plutôt dans le spatial. Et elle est aspirante astronaute et artiste en même temps, d'ailleurs. On a été voir des startups à Bangalore sur le spatial qui avaient 38% de femmes ingénieurs. Et le patron leur a demandé de prendre 50%, parce qu'il a dit dans les classes scientifiques, là-bas, c'est quand même, il y a une tradition scientifique en Inde. Donc il faut prendre les cerveaux là où ils sont. Et voilà, ils viennent d'envoyer un engin sur la Lune.
ils sont, je veux dire, on peut aussi prendre des leçons des autres pays parfois. Hein. Après, il faut mettre les moyens. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se laisser faire, les filles. Allez-y et vous aurez une place au soleil. Voilà. Que dire après ça? Pour moi, les mentalités, bon là, on peut le voir aussi dans le cadre du salon. On se rend compte quand même que ça a évolué, puisque quand on vous voyait tout à l'heure au stand passer, et puis que moi je me suis rendu compte qu'il y avait un grand nombre de femmes qui souhaitaient devenir pilotes entre guillemets demain, forcément on se rend bien compte qu'il y a quand même une évolution et que vous êtes davantage encouragés, que vous avez peut-être davantage aussi moins peur de pouvoir vous positionner sur ce type de métier. Et donc tout ça c'est très bien. On le voit aussi dans le cadre des entreprises, puisque bon, comme tu l'as dit, dans le cadre du groupe ADP, promouvoit aussi les femmes. Et puis on a beaucoup de formation et de sensibilisation aussi pour, en tout cas, que l'entreprise met en œuvre pour pouvoir nous aider, nous les femmes, à nous intégrer dans le milieu du travail et en tout cas faire en sorte que ça se passe bien pour nous et qu'on ait réellement une place. Donc oui, dans ce cadre-là, je peux dire effectivement qu'on voit une évolution des mentalités. Et après, comme on dit, les préjugés ont la vie dure. Donc le combat n'est pas fini, mais on a une très bonne représentante. Donc je pense que ça ne peut que mieux aller. Merci. Est-ce que, avant qu'on passe à quelques questions, si le public le souhaite, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot, passer un dernier message, ou est-ce que tout a été dit? Si je devais passer un message, en fait on l'a dit tout à l'heure, donc ça m'a fait sourire parce que c'est une phrase que j'ai entendue pendant mon enfance et qui était dit par mon père. À chaque fois il me disait écoute, quand on veut on peut. C'est une phrase en fait d'encouragement qui me poussait à davantage y aller, à ne pas avoir peur de faire ce que j'avais envie dans la vie. Donc derrière ça veut dire écoutez, soyez à l'écoute de vos aspirations, n'hésitez pas à vous faire confiance et à entreprendre vos rêves finalement. Oui, j'ai entendu dire récemment que donc les entreprises où il y a parce qu'on parle des plafonds de verre, où il y a des femmes chefs de l'entreprise, CEO ou dans le conseil d'administration, marche beaucoup mieux, marche très bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors moi, ce que je peux encore vous dire, c'est pas de moi, c'est un philosophe chinois qui l'a dit. C'est choisis un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Je vous laisserai regarder qui c'est, je ne vais pas vous donner l'info. Non, Confucius. Donc, ces métiers qu'on fait, ces domaines qu'on fait, ils sont hyper passionnants. Donc en fait, c'est dommage de s'en priver, parce que moi, tous les matins quand je me réveille, j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai l'impression que je joue toujours à ma console, même si je joue pas vraiment, mais j'ai toujours cette impression-là, et je crois que si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit avant, parce que j'étais une bonne élève, fallait faire médecine, etc., ou ma famille m'a rien dit, mais bon, c'était des juristes, donc ils n'ont pas compris pourquoi j'ai pas fait droit, mais du coup, je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir vous en parler avec la passion que je crois vous avez pu voir. Et ça, c'est parce que j'ai choisi quelque chose qui me plaît, et je continuerai comme ça parce qu'on en a encore un petit peu, à choisir des métiers qui me plaisent, des domaines qui me plaisent, sans se soucier du fait que ça soit fait pour des garçons ou pour des filles, quoi. Voilà. Merci d'avoir répondu aux questions et merci aussi d'être venu. Merci pour vos interventions. Je vous propose d'applaudir nos intervenantes.